Coucou mon pompon. Aujourd'hui, c'est le retour de l'interview trimestrielle. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir Nathalie dans mon vaisseau, qui vient nous parler de sa profession, ou plutôt des métiers qu'elle a fait et qu'elle fait encore. Je lui ai demandé de venir parce que je trouve qu'elle avait qu'elle a un profil très intéressant, parce que comme tu vas l'entendre et le découvrir, elle a fait un peu les deux extrêmes, si on peut dire, du care, puisque elle a passé 10 ans à être aide-soignante dans un EHPAD, donc avec les personnes âgées, et puis actuellement, elle est depuis presque 10 ans également, elle est auxiliaire de puériculture en crèche, donc avec les petits-enfants. Et comme tu le sais peut-être, les métiers du care, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que les personnes qui prennent le soin de nos proches, j'ai failli dire à notre place, mais c'est pas négatif. C'est juste que on leur confie nos proches, on leur fait confiance pour prendre soin de nos enfants, de nos personnes âgées, de nos malades. Et ces personnes-là sont extrêmement précieuses dans la société, exercent des métiers qui sont extrêmement difficiles sur plein de points et font malheureusement face, ça t'aura pas échappé, à un manque souvent de personnel, voire de moyens, qui peut vraiment leur rendre la tâche très difficile. Tu vas l'entendre aujourd'hui, Nathalie fait partie de celles et ceux qui ont vraiment la flamme, ça s'entend quand elle parle de ces deux métiers, avec passion, avec envie de bien faire, avec aussi, tu vas le voir, une manière et une volonté d'améliorer les choses en permanence, petite étape par petite étape, petit point par petit point, pour essayer du mieux qu'elle peut de continuer à faire son métier comme il faut, correctement, etc. Et elle souligne en plus l'importance des équipes dans ce milieu-là, parce qu'elle n'est pas la seule à porter cette flamme. Et donc je suis ravie d'avoir pu la voir au micro, justement, pour donner un petit peu la parole à celles et ceux qui prennent soin de nous, finalement, à un moment donné de notre vie. On passera par leurs mains. Comme d'habitude dans ce podcast, pour que l'invité se présente, il y aura 3 petites séries de questions. D'abord sur les 5 sens, ensuite sur le héros ou l'héroïne à laquelle mon invité du jour s'identifie le plus. Et enfin, il faudra choisir une petite carte de tarot, en l'occurrence, qui ressemble un petit peu à comment on se sent, puisque comme tu le sais, je te l'ai dit souvent, l'image, c'est quelque chose qui permet de dire des choses et de reconnaître des choses de manière quasiment inconsciente, parfois plus directe qu'avec les mots. Et ensuite, en fin d'épisode, je reviendrai toute seule te parler pour proposer quelques exercices qui pourraient correspondre aux différentes situations et difficultés que Nathalie aura énoncées durant notre entretien. Je te laisse donc avec la suite de l'interview et je te souhaite une bonne écoute, mon pompon. Alors bonjour Nathalie. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Et avant de parler du sujet qui nous intéresse pour que les gens puissent apprendre un tout petit peu à vous connaître, comme à l'accoutumée dans ce podcast, je vais vous poser quelques petites questions toutes simples, en commençant d'abord par mes questions favorites sur les 5 sens, puisque c'est quelque chose de très important en sophrologie et pour appréhender aussi son rapport au monde. Donc j'aimerais que vous me disiez quelle est votre couleur préférée pour un vêtement. Le noir. Le noir Comment se fait-il? J'ai du mal avec les couleurs
on va dire, qui flash. Je me sens bien dans le noir, bizarrement. Une couleur plus neutre, sobre. Oui. Très bien, c'est une belle couleur de vêtements. Oui. En même temps, c'est très chic, c'est très, ça passe partout. C'est pas parce que c'est connoté triste chez nous que... Après, les saisons jouent aussi. Ils jouent. Donc, on va pas dire que je me force, mais je commence à réussir à mettre des belles couleurs, on va dire. Même si le noir n'est pas... Je veux pas dire que le noir n'est pas une belle couleur, mais elle est souvent perçue comme ça. Oui, oui, c'est moins peps qu'autre chose. Mais en même temps, on dit toujours c'est une petite robe noire qu'il faut avoir et pas une petite robe rouge ou jaune. C'est ça passe partout. C'est la base. Ok. Si vous deviez penser à un son du quotidien que vous aimez beaucoup, ça peut être un son naturel ou un son de la maison ou quelque chose comme ça où c'est quelque chose que vous aimez bien entendre dans la journée. Les oiseaux. Le chant des oiseaux? Oui. Les petits oiseaux qui pépinent. C'est ça. Ouais. Plutôt le matin, le matin. Le matin. Le matin. Ouais, c'est un doux réveil, ça. C'est ça. Puis ça m'invoque des souvenirs. Donc c'est lié à quelque chose d'émotionnel en fait. C'est ça, c'est émotionnel. Ok, c'est joli. Et si vous deviez penser à un parfum, alors je pense vraiment à un parfum avec lequel on se parfume, est-ce que vous avez un parfum favori ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte un parfum ou un style de parfum très spécifique auquel vous reliez cette personne? Quand vous pensez à une odeur de parfum qui vous plaît ou qui vous ramène à un souvenir, qu'est-ce que ce serait? Ça paraît, c'est plus alors pas un parfum précis, mais certains parfums font penser aux parfums qu'il y avait quand c'était les savonnettes. Oui. Et l'odeur, on va dire, des savonnettes, même vous savez les petits savons qu'on peut encore trouver à l'hôtel et tout, pareil, ça m'évoque, ça fait remonter des souvenirs. Ouais. Oui. Et je suis assez sensible à ce niveau-là. Certaines odeurs que j'ai senties à une période me fait revivre le moment. J'ai des souvenirs, par exemple, d'odeurs qui m'ont un peu écœurée à une période où, pendant une grossesse. Et ben là, vous voyez, je vous en parle. Vous avez l'odeur dans le nez. Elle est dans mon nez, ouais. Ça m'évoque. Et autant dans d'autres, je vous dis, les savons, voilà, ça m'évoque des choses anciennes et plutôt agréables. Oui, je vois tout à fait. Moi aussi, ça m'évoque des choses, les petits savons. C'est ça. Mais oui, vous avez raison, parce que l'essence, c'est quelque chose qui est directement connecté au passé. Oui. Pour peu que ce que j'appelle la sauvegarde n'ait pas été écrasé par 15 000 fois l'avoir ressenti entre-temps, mais sinon vous goûtez, vous sentez, vous voyez, vous entendez quelque chose, c'est directement vous êtes transporté à cet endroit-là avec cette personne-là. C'est incroyable, la mémoire du corps, c'est fabuleux par moment. Très bien. Si vous vous imaginez être pieds nus, ce serait quoi la meilleure chose que vous pourriez avoir sous les pieds, la chose la plus agréable? Le sable. Le sable? Le sable chaud. Chaud. Je demande parce qu'il y en a qui préfèrent les plages bretonnes. Ah non, pas moi. Donc sable fin, la plage idéale entre guillemets telle qu'on se l'imagine. Avec la sensation du sable. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est agréable. Et pour finir, on va terminer par le goût. Quel est le plat sucré ou salé que vous préférez? C'est quoi votre petit... Mon péché mignon? Ouais. Chocolat. Le chocolat? Oui. Chocolat comment? Vous aimez noir? Au lait. Au lait? Ouais. Avec des petites noisettes dedans? Ou aussi, nature? sans aussi. tout le chocolat au lait va bien. J'aime trop, même des fois, si seulement j'aimais pas, ça serait bien. Vous avez du mal à vous arrêter quand vous avez mis le nez dedans. C'est pas mal. Il paraît que c'est pas mauvais pour la santé, le chocolat. Voilà. C'est bon pour le moral, à ce qu'on dit. Très bien, je vous remercie. Comme d'habitude, deuxième question liée à ce podcast-là.
qui est la plus difficile, qui ne trouve pas toujours de réponse. Est-ce que vous avez un héros ou une héroïne qui vous viendrait en tête et qui représenterait un peu soit un idéal, soit quelque chose que vous admirez Précis, non. Je peux être en admiration devant certains métiers, surtout. Lesquels, par exemple? Les gens qui font du bénévolat pour des causes pas faciles. Oui. Et ça va être un ensemble de personnes que je... Oui. Donc des gens qui donnent de leur temps pour défendre une cause, pour aider des gens dans le besoin, c'est des beaux héros, ça. Une petite anecdote, la pédiatre de mes enfants, quand ils étaient petits, justement, faisait comme ça, et elle allait dans des pays, des pays très lointains, des pays où elle passait ses vacances à faire ça, quoi. Et elle donnait déjà tellement que parce que c'était elle mon héroïne en fin de compte. C'est elle qui vous est venue en tout cas, mais c'est remarquable. Je pense très très souvent à elle. C'est vraiment une personne qui a marqué une partie de ma vie. C'est une très jolie réponse. Voilà. Je trouve. C'est vrai que c'est des vrais héros, ces gens-là. Et enfin, dernier point pour apprendre à vous connaître, j'ai sélectionné 7 cartes de tarot, c'est le même que celui de la dernière fois, je crois. À vous d'en choisir une ou deux si vous n'arrivez pas à choisir, qui cette fois-ci représente la manière dont vous vous sentez, comment vous percevez, ce qui colle le mieux à votre perception de vous-même. Celle-ci ? Oui, celle-ci. Ok. Alors, est ressortie la 6 de coupe, donc dans le jeu de tarot que j'ai pour l'audio guide, puisqu'on est en podcast, on n'a pas de visuel, je décris un tout petit peu la carte. Il s'agit d'une femme géante, entre guillemets, ou bien alors ce sont les enfants qui sont tout petits, je ne sais pas, qui est allongée de manière un petit peu nonchalante sur l'herbe et qui regarde avec beaucoup de douceur 3 enfants d'âge différents en train de jouer, et chacun des enfants tient 2 ballons en main, des ballons de baudruche qui s'envolent, donc quelque chose de très aérien, très léger, mais en même temps qui les ramène beaucoup à l'ancrage et au sol. Et dans les cheveux de la femme, on a tout un tas de petits bouts de verdure qui semblent pousser, sortir de ses cheveux. C'est quelque chose de très estival, très doux. Et cette carte-là, alors les coupes, ça représente tout ce qui est émotionnel, rapport à la famille, l'amour, etc. Et ici, en fait, on est sur une carte de recommencement. Pas dans le sens tout reprendre à zéro, mais réconciliation un petit peu avec le passé. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un petit peu nostalgique de la femme qui regarde quelque chose qui vient de loin, qui vient du passé, qui a pu être un regret ou quelque chose d'un peu douloureux à un moment donné. Et puis maintenant qu'elle est plus grande, qu'elle a pris un petit peu plus de recul, elle parvient de nouveau à observer ça en n'en retirant que les bons côtés. Et quelque chose de doux et de positif. C'est aussi un peu le symbole des ballons un peu aériens qui restent à flotter autour d'elle. Et du coup, on voit tout le symbole de ce qui repousse dans ses cheveux, puisque là, du coup, il y a quelque chose d'autre et de nouveau qui peut arriver, qui peut émerger, parce qu'il y a une forme de réconciliation et d'apaisement par rapport à un passé un peu chagrin, ou à des petits regrets, ou à des petites choses qu'on ne peut pas complètement contrôler, ou qui échappent un petit peu à l'état dans lequel elles étaient, en tout cas. Et du coup, voilà, c'est une belle carte de transition. Est-ce que ça correspond à une partie de la manière dont vous vous sentez? Oui, tout à fait. Bon, voilà. Tout à fait. Très bien. Les cartes, on ne sait pas, mais ça dit des choses, les images. Je vous remercie de vous être prêté au jeu. Avec plaisir. Si je vous ai fait venir, si je vous ai convoqué ici,
C'est parce que vous avez un parcours professionnel qui m'intéresse beaucoup et qui correspondait à une catégorie justement de métiers que j'avais très très envie d'avoir dans le podcast. Est-ce que vous voudriez bien me dire ce que vous avez fait comme premier ou deuxième métier? D'ailleurs, je ne sais pas si c'était votre premier métier. Ce que vous faites actuellement? J'ai été aide-soignante pendant 10 ans auprès des personnes âgées. Et vous étiez en EHPAD ou vous étiez dans un autre type de structure? En EHPAD. J'étais en EHPAD. C'était un choix. Beaucoup de personnes pensent qu'on est là parce qu'on a besoin de travailler. Et non, pour ma part, c'était un choix. J'ai adoré et j'adore mon métier d'aide-soignante parce que je le laisse quand même au présent. Mais c'est prenant, on va dire, ça vous ronge quand même, ça vous ronge. C'est dur, au bout d'un moment on y arrive, mais pour ma part, voilà, j'aurais pas pu le faire 20 ou 30 ans. Il faut vraiment réussir voilà, on passe le seuil de la porte du travail. Il faut se dire ça y est, j'y suis plus quoi. Ce que moi je n'arrivais pas à faire. J'ai réussi, on va dire mieux, pas complètement, mais j'ai réussi parce qu'à un moment il faut se protéger et se préserver. Donc après une usure surtout psychologique. S'ajoute aussi une usure physique quand même si c'est pas pour ma part n'était pas la plus difficile. Oui, vous le reconnaissez comme quelque chose qui fait partie de la difficulté de votre travail, mais c'est métier. Pas ça qui vous a poussé à peut-être changer. Est-ce que juste vous pouvez nous dire quelles sont les douleurs physiques qui vous viennent au bout de 10 ans à travailler en EHPAD? 10 ans, on va dire, moi, entre guillemets, j'ai laissé une épaule. Ça m'a valu une belle opération. Après, comme les métiers, beaucoup, il y a les ports de charge. Bon, après, on a des outils. Certes, on a des outils. Voilà. Souvent, on se dit, oui, mais il faut qu'on aille vite, on n'a pas forcément le temps. Après, c'est aussi un choix, mais qu'on fait tardivement. Oui. Au bout d'un moment, quand on se rend compte que c'est bien, mais il faut se préserver. On le fait, mais tardivement. Donc il y a déjà, on va dire, des petits dégâts. Effectivement, c'est un métier où on nous demande de faire vite. Sauf qu'on est face à de l'humain. Oui. Moi, le jour où je me suis dit, voilà, il faut pouvoir se regarder dans la glace et voilà, on peut pas aller vite, nous demander une façon de faire. Vous avez tant de temps pour faire une toilette ou voilà, c'était vraiment très très. Arrive un moment, c'est plus possible quoi. Ou alors on se met des œillères ou moi sincèrement c'est plus possible quoi. Faut pouvoir se regarder dans la glace le matin quoi. Et du coup, si je vous comprends bien, les douleurs qui arrivent de manière physique, ça rejoint un petit peu la cause. C'est un peu la même que les souffrances psychologiques, si je comprends bien. Oui, quelque part, c'est vrai, ils sont liés. Ce temps qu'on ne vous donne pas, donc ce manque d'effectifs peut-être, qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de temps. En effet, comme vous dites, quand on fait face à l'humain, on ne peut pas retourner une personne âgée comme un sac à patates. Exactement. Ou le mettre dans un truc pour lever le corps, pour aller aux toilettes, etc. Sans prendre le temps de lui dire, de lui parler, mais pour se servir de ces outils qui vous préservent le corps, faudrait ne pas prendre le temps de parler, d'aller doucement avec la personne. C'est ça. En gros. Donc, c'est ça. C'est psychologiquement, c'est là que c'est difficile, j'imagine. Parmi vos collègues, est-ce que vous arriviez à en parler un peu, ça? Est-ce que vous aviez dans vos journées où tout était très rapide, des petits temps pour un peu vous décharger entre vous? Oui. Je pense que dans ce métier, ce qui fait qu'on peut tenir entre guillemets au même endroit, je vais dire la même structure, c'est l'équipe. C'est l'équipe, voilà.
il y en a toujours une qui tirait l'autre vers le haut. Il y avait toujours, quand il y avait une séparation, des prises de relais, des choses comme ça. Mais le problème, c'est que arrive un moment, quand on est une, deux, à être un peu essoufflé et tout, mais arrive un moment, ça fait, c'est boule de neige, quoi. Et mais oui, prends le temps pour toi, c'est pas grave, nous on fera ça, on prend le temps pour toi. Mais arrivé quand c'est 1, 2, 3, le problème c'est, voilà, vous-même vous vous essoufflez et ça devient compliqué, quoi. C'est là où c'est devenu beaucoup plus compliqué, justement. Ouais. Bah oui, bien sûr, hein, quand on vous met en difficulté, en fait, de cette façon-là, même quand on est solidaire dans une équipe, comme vous dites, à un moment donné, il n'y a plus le dernier écran qui va rattraper tout le monde. Hein, c'est sûr que... Et vous parliez au tout début de pas tout ramener chez soi. J'imagine que émotionnellement, c'est pas un métier facile non plus. Non, c'est ça, parce que on est peut-être triste à dire ce que je vais dire, mais on est présent à leur côté plus que leur famille. Bah oui. Même si c'est pas une critique envers les familles, hein, franchement. Non, les familles font comme ils peuvent. Voilà, c'est jamais évident parce que la vie nous rattrape, hein, le quotidien de la vie peut nous rattraper, mais voilà, c'est vrai qu'on est beaucoup auprès d'eux, donc même s'il faut rester professionnel, et encore là je dis on n'est pas des robots, il y a des affinités, on ne sait pas, c'est comme dans la vie de tous les jours, hein, la vie de tous les jours, il y avait des gens où on ne comprend pas, ça va se passer, des affinités qui se créent, on est confidente, on est voilà, après on est la personne de confiance, hein, ça va. Et puis bon, c'est souvent, les gens du métier vous diront, les aides-soignantes sont précieuses parce que c'est à elles qu'on va dire les choses. Bien sûr. Voilà, et pas forcément à l'infirmier. Non, voilà. C'est pas du tout le même rapport. Voilà, c'est pas du tout la même intimité. C'est ça, on partage, oui, on partage, voilà, il y a l'intimité, pour eux, il y a la perte d'autonomie qui doit, surtout quand elles ont toute leur tête, donc il faut admettre cette perte d'autonomie. Donc au début, ça commence souvent justement par de l'agressivité quand même. C'est normal, c'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense, aussi, voilà, c'est ça. Donc les accompagner dans tout ce chemin, quoi. Dire, pour moi, ma part, je fonctionnais. C'est un peu ça, hein, même dans la vie de tous les jours, me mettre à la place de l'autre. Mais ça doit pas être facile quand on est fatigué. Parce voilà. que se prendre une énième dose d'agressivité qu'on comprend, mais quand on est fatigué et que c'est la 4e d'affilée, ça doit être difficile malgré tout. Et du coup, vous avez décidé de partir de ce travail-là. Oui. Donc j'ai décidé de faire un complément de formation, hein, de faire ce qu'on appelle une passerelle entre le métier que je faisais et celui que je voulais faire. Donc je suis retournée à l'école et sur les bancs d'école, et donc du coup j'ai fait les modules qui me manquaient pour être auxiliaire puère. Ok, donc j'ai fait la bascule. Ça vous a plu déjà de partir en formation? Ça m'a fait une belle bouffée d'oxygène. Ouais, ça vous a changé un peu. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas justement ce passage-là, pour moi, que ça se termine, c'est un passage obligé. Et puis il y a d'autres gens, comme vous visiblement, où ça fait vraiment un petit... une bouffée d'oxygène. Parce que j'étais partie, effectivement, j'ai décidé d'arrêter, oui et non, parce que je ne suis pas complètement partie. Je suis partie pour ma formation, mais je suis revenue en maison de retraite. Voilà, et j'ai pris le temps de préparer mon départ. Voilà. De toute façon, quand on vous accepte une formation, vos employeurs savent très bien que le but, c'est pas de rester. Mais voilà, et effectivement, c'était une bonne bouffée d'oxygène parce que je suis revenue requinquée. J'étais repartie, j'ai retrouvé mes collègues. Voilà, je suis revenue vraiment, vraiment avec plaisir. Hein. Franchement, voilà, j'avais
j'avais un autre projet, on va dire professionnel, mais voilà, j'ai toujours continué jusqu'au bout. Voilà, j'étais engagée jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. J'ai fait mon travail d'aide-soignante. Avec cœur. Avec cœur. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tournée vers l'extrême inverse en termes d'âge? Malheureusement, chez la personne âgée, on accompagne vers la fin. Bah oui. Vers la fin de vie. On côtoie malheureusement beaucoup la mort. Bien sûr. Donc des départs, comme je vous dis, on n'est pas des machines, on est des humains. Donc et ben, voilà, on perd des personnes avec qui, des personnes on a partagé beaucoup de choses. Donc, et l'enfant pour moi représentait l'inverse. Ouais. Les personnes âgées, on essaye de maintenir des acquis. Les enfants, on est dans l'apprentissage, on est. Voilà, je parle de l'enfant sain parce que je suis actuellement en crèche, mais effectivement, c'était pas mon choix premier. Je voulais quand même aller vers l'hospitalier, donc pas forcément l'enfant qui avait aussi. Ça pourquoi je pense que c'est parce que ça me représente tout simplement quoi. Je reviens un petit temps en arrière parce que j'y ai souvent pensé moi quand mes grands-parents étaient accompagnés par des gens merveilleux comme vous. Je me suis posé la question quand ils sont partis, surtout mon grand-père, je me suis posé la question, est-ce que vous étiez accompagné? Est-ce que vous êtes face à des deuils qui sont pas les vôtres de première main, si on peut dire. Vous voyez parfois le chagrin de la famille, mais bon, je pense que vous n'allez pas à tous les enterrements. Au début, justement, je me faisais un peu un point d'honneur, parce que pour moi, c'était surtout... non, je ne veux pas dire que je faisais avec tout le monde quand même. Après, encore, ça me tenait encore plus à cœur sur des personnes où il y avait eu cette demande j'ai peur, je ne veux pas être seule, ou dans une conversation vous glissiez un peu avec humour, mais hors de question que vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça, ou voilà. Donc je me faisais quand même un point d'honneur et c'est au début on arrive fraîchement sorti d'école, c'est nous quoi, c'était moi, ma façon d'être de tous les jours et après ça tout le monde ne le faisait pas non plus, mais voilà. Ce qui se comprend parce que c'est difficile d'aller d'un point de vue du temps déjà, et puis émotionnellement c'est quand même compliqué. Mais bon, aussi. après quand j'étais, malheureusement il y a des fois j'étais en poste, après quand c'était vraiment un choix d'y être, justement parce que il y avait quelque chose qui s'était de plus, on va dire, qui c'était un rapport particulier, voilà, qui s'était, ou alors justement comme une forme de promesse qui avait été faite. Il y avait des échanges de postes qui étaient faits, et on arrivait à y être, les personnes qui désiraient y être, on arrivait à y être. Et est-ce que vous avez un soutien psychologique prévu pour ça? Parce que c'est quand même difficile d'être dans la mort en permanence et puis dans un deuil, entre guillemets, pardon des mots que je vais utiliser, c'est sûrement pas les bons, mais qui n'est pas légitime parce que c'est pas votre famille, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais pourtant, il y a des gens, comme vous dites, vous aviez un attachement particulier. Oui, c'est ça. Donc est-ce qu'il y a une cellule psychologique? Est-ce qu'il y a... Du tout, non, du tout. On pouvait en parler, on en parlait en réunion d'équipe. Sur le moment ou même le jour même ça allait être sur le moment de transmission, on prenait plus le temps, on nous laissait plus le temps, il fallait on nous laissait plus le temps, mais non, il n'y avait pas de spécifique. Donc c'était plutôt officieusement, c'était ok que vous preniez un tout petit peu plus le temps pour vous parler entre vous, etc. Mais officiellement il n'y a pas de structure ou de cadre particulier. À l'époque, non. Dédié. À l'époque, non. Il n'y avait pas en tout cas. Non. Ok.
pardon d'avoir posé la question, mais je me dis quand même c'est un point important, c'est pas commun, tous les métiers sont pas confrontés à ce point-là, à ce cas de figure-là, avec cet accompagnement de proximité-là. Et c'est pas si facile, je pense, de vivre ça de manière hebdomadaire, je pense, quasiment. C'est pas évident. Alors, du coup, revenons aux enfants. Donc, vous avez fait votre formation d'auxiliaire puéricultrice, vous revenez travailler en EHPAD, vous repartez et vous atterrissez en crèche, mais ce n'était pas votre choix premier, puisque vous auriez souhaité rester encore un petit peu dans le soin. Dans le soin. Donc pas des enfants. Alors... Garder un petit peu de mon métier d'aide-soignante, mais chez l'enfant, quoi. Et oui, parce que la partie soins, voilà, j'adorais, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que même j'adore mon métier d'auxiliaire, mais quand justement on me parle des deux métiers, à choisir, je préfère mon métier d'aide-soignante. Il faut le trouver plus accompagnant par rapport aux soins. Plus accompagnant, d'accompagner. Voilà. Oui, ça ressemble plus à ce que vous voulez apporter aux personnes avec qui vous travaillez. C'est ça. Oui, ça se comprend. Du coup, ça a fait combien de temps que vous êtes en crèche ? Là, le poste où je suis actuellement, 8 ans, genre même un peu plus, j'entame ma 9e. J'ai exercé dans une autre structure pendant 4 ans. Et au début, j'ai fait quelques contrats au tout début, en étant de vous former. Voilà. Donc, ok. Et alors du coup, même question pour le métier précédent. Qu'est-ce que vous noteriez en termes de difficultés physiques, mentales, émotionnelles ? Alors physique, il y a toujours, parce que le port de charge. Même si la charge est plus petite. La charge est plus petite, mais très répétitif. Oui. C'est ça. Oui, là, c'est pas le poids, c'est plus le fait d'être baissé, mais vous devez être baissé. Voilà, d'être pas forcément sur du mobilier adapté, parce qu'on va s'asseoir sur les petites chaises des enfants, même si on a par exemple sur les moments clés des repas. On n'a pas forcément pour tout le personnel qui est là, mais donc la collègue qui sent prends-le toi le siège aujourd'hui, t'as vraiment pas l'air vous êtes obligé encore une fois de vous soutenir avec vos collègues petit à petit il y a des achats qui sont faits, mais on sait très bien que on va pas demander, en étant tant d'agents, on va pas demain ils vont pas commander tant de fauteuils pour tout le monde. Donc aussi. Et il y a des agents qui se sentent pas bien sur le matériel. Oui, bien sûr. C'est général, donc forcément ça peut pas être parfait pour tout le monde, c'est vrai. C'est selon la taille, le poids, les douleurs spécifiques que la personne a. Quand il y a de l'achat matériel, il y a un prêt au départ et ça tourne. Tout le monde l'essaye, tout le monde donne un peu la bille. Parce que c'est tellement très difficile, c'est déjà dur, parce qu'on va parler des budgets aussi. C'est déjà dur, donc il est réfléchi, quoi. Il faut qu'il soit réfléchi, cet achat matériel. Parce que moi j'ai connu d'autres types de boulots où les concernés n'étaient pas du tout concertés avant de prendre du matériel qui pourtant allait leur changer ou pas la vie dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc c'est déjà bien qu'il y ait cette attention-là quand même, certes budgétaire, mais qui vise quand même à acheter quelque chose qui serve au plus grand nombre, quoi, quand même. Ok. Donc ça, c'est des choses qui... de confort minimum, on va dire, mais à certains postes, entre guillemets, un peu clés dans la journée. Mais sinon, sur le reste, quand vous êtes plus mobile, forcément, vous n'allez pas traîner votre chaise ou votre fauteuil avec vous. C'est ça. On peut savoir aussi qu'on fait une bonne partie de notre journée au sol. On est très très souvent au sol.
Hein, ou peut-être si on est au sol, voilà, mais si on est debout, qu'on s'adresse à l'enfant, on va beaucoup s'accroupir. Mais bien sûr. Donc, c'est les genoux qui morflent. C'est les genoux aussi. Les genoux, mais c'est beaucoup la partie supérieure. Ça reste quand même au niveau des bras. Des ports de charge, des ports qu'on ne fait pas souvent bien aussi. On va porter sur la hanche, on ne porte pas sur la hanche. Voilà. Bon, pareil, il y a des petits, il y a du matériel. Un exemple le plus courant, les enfants qui commencent, qui sont, on va dire, plus mobiles. Qui ont acquis la marche et tout ça, par exemple au table de change, on a des petits escaliers. Donc, qui avec le temps, en fonction du métier que vous avez fait avant, vous l'utilisez, vous attendez pas, vous attendez pas ce nombre d'années. Et en plus, les enfants aiment ça, parce que des fois venir changer sa couche, ils n'ont pas envie, c'est pas très rigolo. Vous leur dites on va monter le petit escalier. Allez. Là voilà, ça marche mieux. C'est plus rigolo. C'est plus rigolo, donc ça marche. Et tout le monde y trouve son compte. C'est très bien. Voilà, donc c'est un petit exemple que j'aime bien utiliser pour les enfants, le matériel. Après, il y a des petites astuces qu'on peut ressortir de formation, d'autres collègues, d'autres structures, des fois, il y a des rencontres qui peuvent se faire, où nous on aime ça. Là, par exemple, il y a une collègue qui était en formation, qui a ressorti un truc tout bête, les jouets, sûrement quand vous les ramassez, il y en a partout. Donc hop, je m'abaisse et je m'enlève, et je m'abaisse et je m'enlève. Et on a une raclette. Pour l'eau en plastique, là. Parce que ça existe des pinces comme ça. Mais c'est un par un. Un par un, voilà. Donc là, moi la raclette, encore aujourd'hui, je la sors très souvent. Et quelle bonne idée. Voilà. Donc hop, un coup de raclette, parce qu'en tout est rassemblé. Tout est rassemblé en un seul. On met la caisse à côté et puis tout le monde s'amuse. Mais quelle excellente idée! Mais c'est simple, mais il faut y penser. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui arrivent à nous avec des moyens. Et j'ai une responsable qui est très friande de ces choses-là. Et les raclettes, on les a eues. Maman s'était dit, le temps, c'est toujours un peu long parce qu'il faut faire la demande au service, long, mais c'était pas très long, du coup, c'était même pas la semaine qui suivait, on l'avait. C'est très rapide. Ça a été très rapide pour le coup, parce que l'achat était. Et puis j'imagine qu'elle a tout de suite vu l'intérêt, à tout point de vue, même, je vais parler de manière horrible, mais même en termes de rendement, c'est ça. Ça va plus vite aussi, c'est quand même pas mal. Donc vous avez quand même régulièrement des échanges avec d'autres structures que vous croisez en formation en formation, en fonction du type de formation qu'on va faire, il y a des échanges en fonction de l'intitulé de la formation. Il y a des petites choses qui vont ressortir où vous dites c'est super, ça on va le regarder et on le fait, puis vous avez vos collègues de votre propre structure, soit en échangeant au cours de réunion, ou soit qui vont être là en ce moment et tout, on va dire j'ai dit tiens, j'ai vu ça en formation l'autre coup, c'est cool ça, je vais en parler aux collègues, et puis voilà, c'est plus ou moins repris. C'est très bien, ça permet quand même, on réfléchit toujours mieux à plein d'expériences différentes. Ok. Et ça c'est pour le côté purement pratique, physique, etc. Et d'un point de vue psychologique, mental, émotionnel, est-ce qu'il y a des difficultés particulières à ce... Chez les enfants, c'est le bruit. Oui. C'est le bruit. C'est le bruit. J'aurais presque mis ça dans le physique, moi, le bruit. Non. C'est très... Après, pareil, on n'est pas égaux. Moi, je dis le bruit parce que au fil des années, c'est ce qui devient de plus en plus difficile pour moi. La gestion du bruit. Je pense qu'on en arrive à se protéger. Pour ma part, je remarque qu'on se met dans une bulle. Et c'est avec des petites choses que vous vous rendez compte qu'effectivement vous mettez dans une bulle, parce que chez nous on a la sonnette quand les enfants arrivent ou partent, ou ça sonne. Et des fois vous vous rendez compte que vous n'entendez plus. Oui, mais c'est
je pense que quand on n'a pas été plongé longtemps dans une pièce avec beaucoup d'enfants, on ne sait pas. On ne se rend pas compte. Quand on est parent, on en a quelques-uns potentiellement, mais c'est pas la même chose que parce que ça résonne, on suit plus le sens de ce qui se passe, et c'est vrai que c'est un bruit qui est très très difficile. Ça, il y a plusieurs professions qui travaillent avec la petite enfance, ça ressort chez beaucoup, chez les professeurs des écoles aussi qui travaillent chez les tout petits, en maternelle, etc. C'est compliqué. Même quand les enfants sont très mignons, enfin c'est pas, mais c'est beaucoup de bruit, je le comprends. Et du coup, cette histoire de bulle, oui, forcément, parce que... C'est un instinct de protection aussi, je pense. On baisse un peu le rideau, mais du coup, effectivement, ça empêche d'entendre la sonnette. Et puis j'imagine que ça coûte aussi un peu en côté relationnel agréable par moment, parce qu'on est un peu fermé sur on est fermé, oui, tout à fait. On est moins à l'écoute de l'enfant, on est moins réceptif à ses demandes. Il y a tout ça, là, ça engendre plein de choses, quoi. Et puis ça, il n'y a pas tellement... non, parce que je veux dire, c'est pas... c'est devenu... Au début, c'est peut-être dire... il faut que j'arrive à me mettre dans une bulle là, parce que je vais pas réussir à tenir, mais après ça devient, c'est naturel, quoi, franchement. Et on sent pas le passage, mais c'est comme si vous aviez un switch, un interrupteur, vous passez le pas, boum. On sent pas. Moi j'ai pas ressenti je peux pas vous dire quand et à quel moment où c'est devenu où je me suis mis dans une bulle, quoi. Et j'ai dû peut-être, sûrement, je sais pas, mais mettre un certain temps à me rendre compte de ça, que involontairement je me mettais dans une bulle, quoi. Du coup, j'imagine que vous n'êtes pas la seule à faire ça, parce que c'est quand même assez difficile, je pense. Effectivement, ce bruit, c'est vrai que j'y avais pas pensé tout à l'heure, mais c'est évident. Quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous avez la migraine Pas vraiment. Ça arrive de temps en temps en fonction. Je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres paramètres qui sont entrés en jeu, mais c'est vraiment justement ne plus supporter le bruit. Et pareil, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, que je ne supportais plus le bruit à la maison. C'est petit à petit, voilà. Et oui, ce besoin de faire une pause auditive. Il vous faut du silence. Voilà. Et j'emploie le terme même quand on a des postes où on coupe entre le matin et l'après-midi. Je dis à mes collègues, je vais faire surtout si la matinée a été bien costaud là, je vais faire une pause auditive. C'est bien, mais c'est bien aussi de le dire, parce que je pense que vos collègues comprennent très bien ce que vous voulez dire. Très bien, parce qu'en général on est ensemble, ils acquiescent et ils sont tout à fait d'accord à dire quelque part c'est pas toujours plaisant de couper et de revenir, mais c'est des fois, moi je le trouve bénéfique justement par rapport au bruit. Il faut redescendre. Oui, parce que le cerveau il a un surchauffe en plus. Est-ce que vous sentez que ça joue sur votre humeur, que ça vous rend moins patient, plus irritable? Donc ça veut dire que vous êtes tout le temps obligé de compenser en vous disant attention, là je commence un peu à bouillonner. Oui. C'est pas, on le voit pas toujours pareil tout de suite. Souvent il nous faut du recul. Alors après on n'est pas seul. C'est ce qui c'est vraiment bien de pas être seul. On peut vous le dire aussi. C'est pas évident à dire à une collègue et tout. Après on peut le dire de plusieurs façons. Je dirais que le travail d'équipe il prend tout son sens là. Oui, c'est-à-dire que vous avez toujours quand même un œil extérieur qui vous voit, ou vous pouvez. Et après vos collègues ils vous connaissent et ils savent. Moi pour ma part j'ai commencé à. Quand on commence souvent il y a un relais qui va être pris.
Voilà. Ouais, c'est super ça. Il y a un relais qui va être pris et on essaye de toujours être attentif à ça, quoi. Et j'ai fait une intervention il n'y a pas très longtemps en école de puériculture justement, et il y a quelque chose qui était ressorti dans les stages puisque c'était que des filles, qu'elles avaient fait, c'était des fois la difficulté de communication avec les parents. Mais est-ce que vous êtes parfois confronté à ce genre de problématique ou... On l'est, mais pas souvent. Sincèrement, pas souvent. Tant mieux. Après, en fonction de ce qu'on aura à dire, on va adapter. Et il y a arrivé un moment, moi je dis souvent, même si on a une hiérarchie qui nous fait confiance et tout, je dis chacun son métier. Oui. C'est pas que je veux pas le faire, c'est pas que je me défie, c'est que j'ai pas la formation. J'ai pas la formation, je pourrais le dire, mais je le dirais peut-être pas forcément avec les mots, ou par exemple, ma collègue éducatrice de jeunes enfants, elle a une formation autre, donc voilà. Encore une fois, c'est avoir conscience du rôle aussi de chacun, et qu'on travaille ensemble avec chacun des compétences, c'est l'essentiel. Voilà. Ça, dans l'humain, c'est ça. Okay. Après, ça m'arrivait moi une fois, un conflit avec des parents, et voilà, c'était on fait ce qu'il faut, on en reparle en face à face, et voilà. Après, quand vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En plus, pour ma part, j'avais la direction qui me soutenait, c'est important qui l'a bien fait dit fort et haut aux parents. Donc voilà. Après, quand vous défilez pas et que les choses sont mises en place et que vous n'êtes pas mis en doute par votre hiérarchie, il n'y a pas de raison. Après, ça laisse des marques quand même. Ça laisse des traces, ça laisse des marques quand même. Après, pareil, chacun le reçoit et le reçoit. Oui, parce que je me dis quand même, quand on fait son travail avec cœur, on le fait bien. Alors, ça ne veut pas dire vous vous remettez en question, évidemment. Tout le monde peut faire normal. Des boulettes, c'est normal. Mais je veux dire, je trouve que c'est particulièrement amer et insupportable qu'on vienne vous remettre en cause sur votre bonne foi et votre l'intention que vous avez mise, etc. Et c'est vrai que même si vous êtes soutenu, etc., comme vous dites, je pense qu'il y a un petit fond quand même de loin qui reste par la suite. C'est dur à entendre. Et là, moi, où ça m'a parlé et que ça a eu tout son sens, c'est quand ma chef m'a dit là, c'est pas vous, Nathalie, que ça a touché, c'est Nathalie la professionnelle. Oui. C'est ça qui était dur pour moi. Oui, parce qu'on peut dissocier et se dire c'est pas... et en fin de compte, d'avoir entendu ces phrases, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Oui, c'est ça, c'est très bien dit. C'est ce que je disais plus maladroitement juste avant, mais d'être mise en porte-à-faux sur votre manière d'être professionnelle. Quand on est une bonne professionnelle, ça pince. Ça pince, c'est ça. C'est là que ça a pris... Donc quand derrière vous avez ça et ne remettez pas vos capacités professionnelles en doute, vous êtes une bonne professionnelle, vous avez fait ce qu'il faut, mais effectivement il faut que ça passe, quoi. Je comprends. Et est-ce qu'il y a des choses en dehors du bruit et de votre besoin de silence quand vous rentrez, est-ce qu'il y a des choses que vous ramenez à la maison de votre métier actuel? Ou est-ce que la coupure est plus facile que quand vous travaillez? Elle est plus facile. Oui, honnêtement, la coupure est plus facile. Oui, les enjeux sont moins lourds aussi, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais non, en général, après, cette usure est moins... Là, on ramène pas chaque jour où c'est plus dans le temps. Dans le temps où ça devient...
voilà, il y a la fatigue, l'usure de la journée par rapport à comment s'est déroulée la journée, comme dans tout métier, je pense. Hein. On arrive chez soi, voilà, en fonction de comment s'est passée notre journée, on va pas arriver de la même façon, quoi. Mais moi, c'est plus cette usure que je ressens, c'est l'usure dans le temps. Ouais. Dans le temps. Et c'est marrant parce que c'est la première chose dont vous avez parlé pour le physique, c'est le côté répétition. Vous avez dit c'est la répétition. C'est la répétition. Et oui, c'est ça, peut-être plus là, oui, ce côté un petit peu usant, sans gros points culminants, qu'on peut bien cibler, dont on pourrait bien se plaindre précisément sur une journée. Là, il y a peut-être effectivement une fatigue plus de coureur de fond, qui est pas si évidente que ça à gérer non plus finalement. Ok. Qu'est-ce qui pourrait faire que ces métiers-là soient plus attractifs, que les gens aient plus de facilité à y rester longtemps? C'est aussi la première chose que vous avez dite, c'est l'idée reçue de il y a des gens qui pensent qu'on est là parce qu'on n'a pas su faire autre chose, alors que moi je connais alors il y a sûrement des personnes pour qui c'est vrai, forcément. Mais moi je connais quand même beaucoup de personnes qui se sont dirigées vers ce type, on va dire, de métier-là, du care en règle générale, parce que c'était viscéral, parce que c'était vraiment là que leur nature profonde les menait. Il y avait une vraie envie, une vraie fraîcheur, un vrai engagement de faire quelque chose qui ait du sens, qui ait ce sens-là en tout cas. Et quand même, on constate que il n'y a pas beaucoup de gens qui postulent, qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont, qu'il y a des sous-effectifs de partout, que ce soit en milieu hospitalier, en EHPAD, en crèche. C'est toujours le discours qu'on entend qu'il n'y a pas assez de personnes. Qu'est-ce qui pourrait faire pour vous que vos journées soient plus simples, que ce soit plus évident de s'installer longtemps dans ce genre de carrière? Pour moi, c'est les moyens humains, le manque de moyens humains. Oui, c'est ça, on en revient toujours là. C'est vraiment le cœur du problème. Oui, c'est pas les difficultés, vous voulez bien les prendre. Après, on les aborde quand on n'a pas la pression derrière, ou parce que malheureusement, là, on a l'impression qu'on nous demande de faire du rendement, quoi. Et ça va pas avec l'humain, ça va pas avec. Et effectivement, on se rend compte, par exemple avec cette journée, qui était un peu particulière par rapport à la météo, on a eu beaucoup moins de présence d'enfants. Oui, parce qu'il a fait très froid, on était en pleine tempête, verglas, etc. Et ça se ressent, moins d'enfants avec toujours le même nombre de personnel, on a passé une journée complètement différente. Complètement. Et donc, tout revient avec, vous êtes détendu, c'est un cercle vicieux, ça va avec, c'est à la base vous êtes descendu, vous avez plus de patience, vous vous posez plus, vous avez envie de faire... et ce qui est dur dans ce métier, c'est malheureusement dans la collectivité, et quelque part on vous demande aussi de faire de l'individuel dans la collectivité, mais pouvoir à chacun donner, à chaque enfant donner un petit moment de la journée, un moment individuel, c'est ça qui ferait que ça serait l'attention à chacun. Voilà. Là actuellement, avec les moyens qu'on nous donne, pour moi on est uniquement dans la garde d'enfants. Oui. En fait, vous êtes un peu dans l'utilitaire, c'est-à-dire donner les goûters à la bonne heure, changer les couches, vérifier que la sécurité ce soit ok, qu'ils aient tel et tel truc pour jouer, etc. Mais vous n'êtes pas autant dans le lien, l'accompagnement, l'éveil de chacun que vous le pourriez si vous étiez plus nombreuses. C'est ça. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est frustrant. C'est quand même le cœur de ce qui vous a fait venir, j'imagine, à ce métier-là. C'était pas tant de changer des couches à la chaîne. De faire du travail à la chaîne. Cet essoufflement que j'ai senti et les raisons pour lesquelles je le sentais, et je suis en train de revivre la même chose avec le métier d'auxiliaire.
Oui, parce qu'il y a un côté frustrant de se dire il manquerait pas grand chose. Non, c'est ça. Pour que je puisse faire vraiment bien, complètement mon travail comme j'ai envie de le faire. Et ça, ça met en colère même par moments, je pense. Oui. Donc on essaye, on arrive quand même à se trouver. Il ne faut pas en vouloir trop. Il faut justement pour essayer tous les jours de trouver le petit moment qui était le petit moment de bonheur de votre journée. Et ben, même si c'était 2 minutes, même si c'était des fois plus, 5 minutes, ou une journée on a réussi franchement à faire l'activité qu'on avait envie, elle s'est passée très bien, et voilà, je pense qu'il faut aller le chercher comme ça. Et tous les jours, si c'est pas dans une activité, c'est dans un échange que vous avez eu avec un enfant, dans un échange que vous avez avec un parent, que ça faisait longtemps que vous vouliez essayer. Et malheureusement, pareil, les parents ils arrivent quand ils viennent chercher leurs enfants. Vous avez beau vous dire aujourd'hui il faut absolument que j'essaye de lui parler de ça, de ça, de ça. Et des fois non. Et puis le lendemain vous n'arrivez toujours pas. Et le surlendemain, et puis c'est le moment le moins attendu où là vous allez dire tiens. Et puis que le parent soit réceptif aussi. Parce qu'il y a des jours, vous pourriez, mais le parent, vous sentez qu'il n'est pas là. Il vient avec sa journée aussi. Voilà, il n'est pas là, c'est pas le moment. Donc des fois, ça se passe. Il faut savoir reporter à moins vraiment dans. Voilà, on parle de problèmes où il n'y a pas urgence, bien sûr, danger pour l'enfant. Oui, évidemment. Voilà, mais il faut savoir reporter. Des petites choses un peu qu'il faudrait mettre un peu sur le tapis, en discuter, etc. Pas des choses graves, mais c'est vrai que ça, c'est important aussi. Et c'est vrai que quand ça se fait entre guillemets entre deux portes, entre plusieurs, c'est pas toujours évident de trouver le bon timing. Voilà. Et des petites choses. Certes, les moyens humains manquent, mais effectivement, on parlait au niveau, on va dire postural, tout ça, le petit exemple de la raclette, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent, par rapport justement à tout ce qui est psychologique et tout ça, en faisant en cherchant des petites choses qui peuvent vous apporter un plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour cette chose-là pour que, on va pas dire qu'on soit au top, mais être mieux, que ce soit mieux, même si on arrive à franchir l'étape, c'est quand même un petit peu mieux. On va se contenter déjà du petit peu mieux, et on pourra sûrement peut-être un jour encore augmenter un petit peu. Mais c'est une histoire de petits paliers. C'est une histoire de petits paliers. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec justement avec cette histoire de raclette qui est venue de l'extérieur, cette idée-là. Il y a quand même, si je vous entends bien, toujours aussi l'idée de réfléchir, se remettre en question, aller chercher des solutions sur des petites choses, mais petit à petit qui vous permettent quand même de garder du sens dans ce que vous faites et la manière dont vous le faites. Pour notre métier, que notre métier a un sens et qu'on vienne avec plaisir, notre travail, qu'on rentre bien, épanoui. Voilà, je pense que c'est important. C'est vraiment une bonne journée, ça. C'est une super journée. Et pour terminer, si vous aviez une chose très rapide à dire à un jeune garçon ou une jeune fille qui aurait envie de se lancer dans ce type de métier-là, est-ce que vous auriez envie de lui dire fais-le mais seulement si, ou vas-y fonce et puis tu te feras ton idée toi-même, ou n'y va surtout pas, Alors quand on va dire selon mon humeur, quand toujours sur le ton de l'humour, bien sûr, on a souvent des stagiaires et puis dans une situation X où c'est très comme ça, où justement il faut qu'on sorte de là, je dirais t'es sûr que tu veux faire ce métier? Donc vous vous rappelez aux difficultés quotidiennes de ce métier-là. Mais voilà, toujours, en général, je le dis avec le sourire, l'humour, elles le prennent avec le sourire. Mais ça sous-entend aussi, est-ce que tu es sûre d'avoir la flamme? Parce qu'il faut la flamme. C'est ça. Par contre, sur les personnes qui sont là, on sent
qu'il faut déjà qu'on les traîne, qu'on les... là, voilà, ça sera plus le ton de l'humour, ça sera plus, comme je dis, on va dans quelque chose de plus cadré. Voilà, en disant, réfléchis. Voilà, réfléchis, est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu es sûr, tu avais bien vu ce métier comme que tu le pensais, réfléchis, voilà. Bon, après, oui, parce que aussi ça, il faut penser que les gens qu'on a en formation, pareil, c'est à l'époque ma cadre, quand j'étais aide-soignante, qui me l'avait dit, parce que notre rôle aussi dans cette profession, c'est d'encadrer, d'encadrer, ça fait partie de notre poste, quoi, après, dans l'encadrement des stagiaires. Et au début, on se met à leur place, on dit oui, voilà, et puis si vous avez un côté... Et jusqu'au jour où elle m'a dit, Nathalie, demain, ça sera votre collègue. Demain, c'est votre collègue. Et là, vous voyez, voilà. Et puis, non seulement pour les gens avec qui la personne a travaillé, mais même pour la personne, je pense que c'est des métiers. C'est ça. Alors, à moins vraiment de ne pas avoir du tout on n'a rien à faire de rien, etc. Mais si on a un peu d'amour propre, un peu... on ne tient pas si on n'a pas ce qu'il faut pour tenir, donc ce serait même pas rendre service à la personne que de ne pas l'interroger sur est-ce que tu es bien sûr que ça tu vas tenir, est-ce qu'après il faut tenir quand même c'est ça, c'est pas 3 semaines une vie de travail, faut tenir, et pour tout quoi. Même, voilà, c'est vrai qu'on se revoit personnellement, moi souvent je me revois quand j'ai commencé comme aide-soignante, même si voilà, j'étais pas toute jeunette et tout. Une collègue qui était en fin de carrière me dira prends le malade, fais ci, fais ça. Je dis mais ça va aller et tout. Tu penseras à moi dans quelques années. Effectivement, j'ai fortement pensé à elle. La voix de la sagesse et de l'expérience. C'est ça. Okay. Et voilà, maintenant c'est moi qui donne ce conseil. Comme quoi, on est toujours sur la passation. Voilà, aujourd'hui, quand j'ai passé ma raquette, les petites stagiaires qui sont comme ça, il faut se préserver. Mais oui, c'est important. Mais je crois qu'on peut l'entendre qu'à partir d'un certain point. C'est ça. C'est ça. Mais bon, il faut le donner quand même. Il faut le donner. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage, Nathalie. Merci vraiment beaucoup pour le temps aussi, qui est précieux, je sais. Et bien, très bonne journée. Merci, c'était avec plaisir. Le plaisir était pour moi. Et voilà, cette interview est maintenant terminée. Je remercie encore vraiment de tout cœur Nathalie de m'avoir consacré de son temps qui est précieux. J'espère que tu auras apprécié comme moi la qualité de son témoignage et de ses réflexions sur ces deux métiers, même si c'est uni exactement par la même flamme, je trouve. Je me suis rendu compte aussi au montage qu'on avait pas mal de bruit de circulation, un peu plus qu'à l'accoutumée, chose que je n'ai pas entendue à l'enregistrement. J'espère que tu l'auras pris comme le flux et le reflux des vagues de la mer et que ça t'aura apaisé. Ma foi, j'ai laissé comme tel, il me semble quand même que l'ensemble est relativement audible. Comme d'habitude, je vais essayer maintenant de te proposer l'exemple de certains exercices qui me sont venus en tête tout de suite pendant la discussion avec Nathalie, des exercices de sophrologie qu'on pourrait aisément mettre en place pour répondre aux problématiques qu'elle a soulevées. Je vais d'abord m'occuper de ce qui concerne plutôt les tensions physiques. Tu l'as entendu, Nathalie nous a beaucoup parlé du haut du corps, notamment les bras, les épaules, etc. Alors, je rappelle aussi qu'elle a bien souligné une contrainte particulière puisque son premier métier lui a provoqué des problèmes à l'épaule. Par conséquent, dans l'animation des exercices, avec ce type de problématique-là, il faudrait faire bien attention à proposer des ajustements pour que la personne ne se fasse pas mal pendant l'exécution des mouvements. Donc, on pourrait évidemment penser à un petit pompage des épaules pour essayer de détendre cette zone-là. En l'occurrence, vu la contrainte de Nathalie, il faudrait peut-être penser
à déposer une main sur l'épaule douloureuse de manière à l'aider à faire le mouvement de haut en bas, puisque cet exercice-là, on inspire, on bloque la respiration, on vient fermer les poings et puis on monte et on descend très vite les épaules et on relâche les bras et les mains en soufflant fort. On peut y mettre plein d'intentions, ça peut être aussi pour décharger un petit peu les tensions mentales, elle nous en a parlé aussi, hein, laisser les valises du travail sur le seuil de la maison avant de rentrer chez soi, ça peut être une bonne idée, mais ça peut aussi venir soulager un petit peu les tensions qu'on va avoir dans les trapèzes, le bas du cou, les épaules, etc. Mais attention à ce que la personne ne se fasse pas mal avec cet exercice-là. Par conséquent, moi j'aurais tendance quand même à préférer des exercices qui mobilisent un peu moins les épaules, mais en revanche qui mobilisent bien les bras. Je penserai notamment à des hémicorps où on inspire, on lève le bras au-dessus de la tête, on bloque la respiration, on étire tout le côté droit par exemple, de la jambe jusqu'à la pointe des doigts et on relâche très fort en soufflant. On fait ça 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre et une fois au milieu. C'est un exercice qui est excellent pour détendre les muscles des bras, relâcher les muscles des bras, relâcher le dos, les côtes. Et c'est aussi d'un point de vue mental, puisque tu l'auras entendu dans l'épisode, on a bien souvent cette corrélation dû au manque de temps, hein, c'est ce qui avait été souligné, entre le corps et l'esprit, malgré tout. Ça peut permettre aussi de relâcher les tensions émotionnelles. Cet exercice-là, hein, ça fonctionne très bien. Mais disons que là, pour les douleurs sur les bras, ça peut vraiment aider. Toujours dans le même état d'esprit, on pourrait également penser à un éventail, toujours en relaxation dynamique, où on vient inspirer, tendre les bras devant soi avec les mains ouvertes, les paumes placées contre soi, si on peut dire, et on vient bloquer la respiration et secouer les mains de gauche à droite, comme des éventails, comme si on cherchait à effacer quelque chose ou à se secouer les mains après avoir mis les mains sous l'eau. Donc on vient secouer en rapprochant les mains du torse avec la respiration bloquée et on souffle en relâchant complètement les bras le long du corps. Ça c'est pareil, c'est excellent pour relâcher les tensions dans le haut du corps, dans les bras. Et d'un point de vue pas physique, mais cette fois-ci mental, c'est excellent pour lâcher prise, relâcher les tensions émotionnelles qu'on a pu avoir dans la journée. Donc c'est des exercices qui sont super parce qu'ils peuvent vraiment jouer sur les deux tableaux, si on peut dire, même si je te rappelle que à chaque pratique d'exercice, faut pas trop non plus s'éparpiller dans les intentions. Mais je veux dire, on peut proposer cet exercice-là à la personne une fois avec une intention physique et une autre fois avec une intention plus mentale ou émotionnelle. C'est ça qui va aussi faire que le corps va intégrer certains réflexes et pouvoir mener jusqu'à un apaisement plus complet du psychologique et du corporel. En ce qui concerne les sophronisation, donc les exercices un petit peu plus longs. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que Nathalie nous a parlé pas mal de prendre du recul, à plusieurs titres, prendre du recul avec ses émotions, parce qu'on se charge énormément d'émotions négatives, notamment quand on accompagne les personnes âgées en EHPAD. Donc elle nous l'a dit, on rentre avec à la maison, mais aussi ça peut être un petit peu le fait de focaliser sur le négatif, tout ce qu'on aurait pu faire si on avait plus de moyens, plus de temps, moins d'enfants à gérer en même temps, par exemple, etc. Donc, elle nous l'a bien dit, qu'elle essayait de focaliser sur des petits points positifs dans sa journée, ce qui est un très très bon réflexe. Et puis il y a aussi toute cette idée de soi-même être en observation de sa propre pratique. Je trouve qu'elle l'a très bien exprimé au moment où elle s'est rendue compte en fait qu'elle se mettait un peu dans une bulle à cause de l'agression auditive qu'elle subissait. Mais du coup, ça l'empêchait d'être un peu présente, ouverte à ce qui se passait par ailleurs. Donc ça, c'est des prises de conscience qui sont très importantes pour justement essayer de garder le cap sur une pratique qui correspond bien à ce qu'on a envie de donner à son travail, ce qui est le cas de Nathalie.
Et du coup, là aussi, il faut savoir prendre du recul sur sa pratique, ce qu'un œil extérieur peut aider à faire. C'est ce qu'elle nous a aussi très bien exprimé avec tout l'intérêt du travail en équipe. Donc pour ça, je penserais déjà tout simplement à un voyage dans le cosmos où après la relaxation, on va venir s'imaginer s'envoler, si on peut dire, et se voir un peu du dessus, voir le toit, puis voir tout le quartier où on se trouve, puis monter, ainsi de suite, jusqu'à se retrouver dans le cosmos, d'où le titre. Et du coup, ça aide beaucoup à prendre du recul de manière presque physique, puisqu'on s'imagine se reculer, monter, et puis aussi à se rendre compte que certaines choses qui nous paraissent vraiment énormes au jour dit, en fait quand on prend un petit peu de recul, c'est plus anecdotique, moins grave, et puis si on le met à l'aune de plusieurs années, il y a énormément de choses qui nous ont vraiment mis la rate au courbouillon, dont on se souvient même plus un an après en réalité. Donc ça permet vraiment de mettre les choses à distance. Et puis sinon, je penserai tout de suite à 2 exercices qui sont un peu jumeaux. La sophro-déplacement du négatif et la sophro-présence immédiate. Dans les 2 cas, ce sont des sophronisations où on va essayer de travailler petit bout par petit bout sur son corps. Dans le premier cas, pour situer les points de tension émotionnelle, physique, etc. et les évacuer par des exercices qu'on appelle des irtères. Donc on vient respirer, bloquer, souffler fort pour évacuer. On fait ça vraiment par zone du corps. Donc ça permet vraiment d'expulser les tensions dans les muscles et les tensions émotionnelles. Et puis le petit frère ou la petite sœur, c'est essayer de prendre par contre le positif, pareil, dans chaque zone du corps. Et cette fois-ci, on utilise un autre exercice de respiration très très proche qui s'appelle les ancrages, où on va venir inspirer, bloquer, mais on ne tend pas les muscles, c'est ça que j'ai oublié de dire juste avant pour la précédente, on crispe les muscles. Là, il n'y a pas de crispation, c'est tout doux. Et on vient souffler cette fois-ci tout doucement pour diffuser le positif partout dans le corps. Ça peut être 2 très bons moyens de se remettre dans le présent au moment de ses ressentis, de vider le négatif et de ne faire que se remplir de positif. Je termine avec un dernier exercice qui correspond très bien à ce que Nathalie a expliqué sur ce qui lui permet aussi de tenir, comme je te l'ai rappelé tout à l'heure, cette idée d'aller saisir, capturer les petites choses positives avec un exercice extrêmement doux que si tu suis ce podcast, tu sais que je l'aime particulièrement, qui est le prana, où on vient, donc relaxation dynamique de nouveau, on respire, on inspire par le nez, on tend les bras devant soi, les mains vers soi. On bloque la respiration, on vient imaginer qu'on rapproche quelque chose de doux de soi jusqu'au buste et on relâche doucement en soufflant. On fait ça 3 fois les mains ouvertes, puis 3 fois en fermant les poings. Ça permet vraiment de venir imaginer qu'on serre parfois quelqu'un qu'on aime contre soi ou tout simplement le calme, la douceur, et en fermant les poings, on peut très bien imaginer qu'on vient attraper toutes les petites choses positives qui ont un peu éclairé la journée, un peu comme des petites lucioles qu'on vient capturer et remettre bien à l'intérieur pour que ce soit ça qui brille et pas les colères de la journée, la fatigue, etc., etc. Voilà ce à quoi j'aurais pu penser tout de suite, mais évidemment bien d'autres exercices qui auraient pu correspondre pour répondre un petit peu aux besoins qui ont été évoqués durant cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu mon pompon et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.